des soldats. Moi, je suis étonné que je puisse jouer un tel rôle. Et que les gens m'accusent de meurtre, d'assassinat et de complicité de toutes les autres infractions graves qui sont collées à ma personne. Monsieur le Président, je pense que je suis vers pratiquement la fin, mais je vais simplement vous dire que j'ai cru et j'ose croire avoir joué un rôle. J'ai cru et j'ose croire jusqu'à présent avoir joué un rôle de soldat, de républicain, de soldat qui a revêtu la tenue pour sauver les citoyens. Monsieur le Président, ce qui me travaille, je n'arrive pas à comprendre, et ça me travaille jusqu'à présent, que des Mamadou m'ont accusé pour mon baril. Je voudrais, avec votre permission, que ces gens viennent ici à la barre, qu'une confrontation soit faite, que ces gens m'exhibent les preuves ici, pour que, je ne parle même pas de ceci seulement, parce que même les juges d'instruction, je pense qu'ils doivent revoir leur position, parce que ce que j'ai vu écrit dans l'ordonnance de renvoi est un moyen de démotivation de presque tout le monde, même tous les opérationnels. Parce que lorsqu'on agit conformément à la loi, aux règles, conformément à la mission traditionnelle, et que les choses se retournent contre toi, ça n'encourage pas dans un pays. Moi, je pense que les pays comme la France, nous avons vu le cas du petit Gabriel, cet enfant qui s'est vu un jour, s'il faut dire, suspendu dans le vide, au 8e arrondissement, dans un immeuble parisien là-bas, et qui a été sauvé par Mamadou, le Malien de 22 ans. Ce monsieur a été pris comme un héros. Un héros de la République française. Ce monsieur a été décoré. Ce monsieur a eu tous les honneurs qu'un républicain doit avoir. Ce monsieur a été même reçu par le président de la République française. Voilà l'esprit qui doit être vraiment encouragé. Voilà l'esprit qui doit être vraiment encouragé. Donc, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà, en un mot, j'ai d'autres problèmes à dire, mais je me dis que je garde pour le moment dans ma réserve pour attendre de vous des questions qui peuvent être posées et les réponses qui peuvent être apportées. Sinon, Monsieur le Président, j'ai voulu juste ne pas occulter un petit passage. Un grand passage pour moi, mais peut-être un petit passage pour un certain Guinéen. C'est comment je me vois aujourd'hui. Quelle est la qualification que je me donne moi-même? Je suis qui pour le Guinéen? Si je mourais au stade, je serais qui aux yeux de la population guinéenne? Est-ce qu'il y a un criminel? Est-ce qu'il y a un soldat qui a accompli une mission honorable? Une mission patriotique? Une mission de devoir? Ça, c'est la première question. La deuxième question, après le moment que ce jugement a été programmé, j'ai fait un repenti actif sur le passé. J'ai fait une réflexion sur le passé. J'ai dit, c'était la première fois, sinon ça fait au moins 2 ans, le colonel Coplan et moi, on ne s'appelle pas. Quand le jugement a été programmé, je l'ai appelé. Il dit Coplan, il dit oui. Il dit, je suis déçu. Je suis déçu de ce pays. Je suis déçu que nous, après tout ce qu'on a fait, même après qu'on nous a impacté par rapport au 28 septembre, nous avons accompli des missions, qui étaient les missions de devoir. Quand je prends, entre autres, les conflits intercommunautaires que la région forestière a connus. Je l'ai expliqué. Mon ami, si on mourait ce jour là-bas, on serait des gens perdus. Ce sont nos parents qui allaient perdre, nos enfants allaient perdre, nos épouses allaient perdre. Parce que nous sommes dans un pays
où le devoir bien accompli est toujours mal récompensé. Nous sommes dans un pays où les gens, s'ils veulent t'impacter, ils ne regardent même pas Dieu. Ils ne pensent même pas qu'on va tous mourir un jour, Monsieur le Président. J'ai dit à Coplan, à M. Coplan, regardez un peu le jour qu'on est arrivé en 2011 à Galapaï. Il était avec lui. 29 morts, calcinés. On a fait 3 mois pour résoudre ce conflit et faire les pactes de non-agression entre les citoyens de cette localité avant d'y quitter. Si quelqu'un tirait sur nous ce jour-là, on serait reconnu, s'il faut dire, si une enquête internationale était faite, on va nous prendre même pour coupable d'incendie ou de meurtre ou d'assassinat, comme ça s'est fait maintenant là, et nos enfants n'auront jamais eu le temps de regarder en face des autres. En 2012 ou 2013, le cas de conflit qui a généré à partir de coulées et qui a pris en un temps record toute la forêt, où il y a eu 265 morts, 85 disparus. J'y étais aussi avec Coplan pour 8 mois durant, sans voir la famille, sans même songer à venir à Conakry. Je sais que il y a des cadres forestiers qui me regardent, qui diront l'effort qu'on a fourni. Je pense que ce jour, toute la République, nos chefs hiérarchiques, tout le monde était fiers de nous. Mais après ça, même une médaille d'un centimètre, comme ça, nous n'ont pas été au fait. Quand je fais une allusion à la République française, c'est à ce niveau-là. Et j'ai dit à Coplan, si la vie pouvait reprendre, qu'est-ce qu'il allait faire? Et qu'est-ce que moi j'allais faire? En tant que républicain, s'il pouvait reprendre, même en sortant ici, si demain, lendemain, je ne souhaite pas, si ça tire dans une agglomération, dans un lieu, et je suis à côté, j'ai entendu le tir, j'irai vers le tir. Car moi je suis fait pour ça, j'ai rêvé la tenue pour ça. Cette crise a été résolue. 8 mois, j'y étais. Et tout récemment, j'étais presque seul là-bas parce que Coplan était malade. En 2020, j'étais encore sur le terrain des crises intercommunautaires en forêt. Il y a eu des dizaines de morts. Et à Zérékouré, et à Massanta. J'étais encore là-bas. Les résolutions ont été faites. Les pactes de non-agression ont été signés. Et assortis d'une médaille que le vieux Azali a bien voulu m'offrir. Non, Monsieur le Président, pour dire simplement que je suis à votre entière disposition. Je suis à votre entière disposition. Et puisque je vous crois, et puisque je crois à mon pays, et puisque je sais que le droit c'est la D, et puisque je sais la seule inquiétude que tout le monde a et que moi je n'en ai pas, c'est pour dire est-ce que ce jugement sera impartial. Mais moi je crois que ce jugement sera impartial. Je crois que c'est un problème historique. Je crois que nous sommes devant la face du monde et que à partir d'aujourd'hui, les gens sauront qui a fait quoi. Mais je termine par dire que je suis prêt à toute confrontation avec avec mes accusateurs. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne reconnais pas les faits qui m'ont été reprochés, qui ont été fabriqués de toutes pièces et mettre sur ma tête. Je suis à votre disposition pour répondre à toute question, je dis bien à toute question de votre convenance, si c'est pour la manifestation de la vérité dans ce dossier. Je vous remercie. Monsieur Moussa Kiegboro Kamara. Président, Monsieur le Président. Au moment des faits, quelle fonction occupiez-vous? Moi, les faits, à quel moment? Au moment des faits. J'étais secrétaire général, secrétaire d'État à la présidence, chargé des services spéciaux, la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Et quelles étaient vos prérogatives? C'est non seulement, comme vous l'avez dit, comme la dénomination dit, lutter contre la drogue, les services. Lutter contre la drogue, c'est votre micro là qui n'est pas aussi bien. Ouais. Les faits. Non, c'est ça. C'est bon. C'est bon. Je vais me débrouiller comme ça.
Je disais bien que mes prérogatives étaient la lutte contre la drogue, le grand banditisme et les services spéciaux. Oui. Comme mes prérogatives étaient la lutte contre la drogue. Contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux. En un mot, ça veut dire que j'étais chargé de lutter contre la drogue, de lutter contre les grands bandits et faire les services spéciaux. C'est tout? Oui. Est-ce que vous étiez chargé du maintien d'ordre? Pas de tout. Pas de... Bon, je ne sais pas quels sont les services qui étaient chargés, mais à ce que je sache, en cas de maintien d'ordre, les services traditionnels sont connus pour lutter, pour faire le maintien d'ordre. Vous ne saviez pas les services qui étaient là? Non, je savais que... Non, quand... Oui, monsieur le président, quand vous dites quels étaient les chefs qui étaient chargés, ça sous-entend quelque chose. Vous avez dit que vous ne saviez pas les services qui étaient chargés du maintien. Je ne vous ai pas dit ça, monsieur le président. J'ai bien dit. Alors, est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez les services qui étaient chargés du maintien de l'ordre au stade? Non. C'est-à-dire, j'ai deux compréhensions par rapport à ce que vous dites. Il faut qu'on se comprenne. Est-ce que vous saviez les services qui étaient chargés? Ça, je dis non. Mais, oui, mais je dis bien sûr qu'en cas de maintien d'ordre, oui. C'est des questions de précision que je suis en train de faire. Vous avez parlé, on vous a suivi. Ouais. Donc c'est des questions de précision. Vous répondez aux questions que je vous pose. Oui. Quels étaient les services chargés du maintien d'ordre ce jour au stade de la... Les services que j'ai vus de passage en partant chez moi, c'était la gendarmerie et la police, les CMS, les mobilos et les gens de CMS. Moi, oui, comme je l'ai dit traditionnellement, mes services, tous les jours que Dieu faisait, pendant que nous étions dans cette phase de lutte contre le grand bandit et autres, et les trafiquants, tous les matins que Dieu faisait, mes services sortaient pour faire les patrouilles nocturnes et diurnes. Est-ce que vos services étaient au stade ce jour pour le maintien d'ordre? Si, comme je l'ai tantôt dit dans ma déposition, j'ai trouvé sur place là-bas 2 pick-up. Au stade? Oui. Au stade, pas au stade, hein, devant l'esplanade du stade. Il faut préciser les choses, c'est important. L'esplanade du stade? Oui, oui. Ça veut dire la rentrée du stade? Non. Est-ce que ça veut dire la rentrée du stade? L'esplanade veut dire que, comme je l'ai dit, mon intervention, c'était déjà, quand moi je suis venu... Est-ce que l'esplanade veut dire la rentrée du stade? L'esplanade veut dire la devanture du stade. La devanture du stade. Tout à fait. C'est par là qu'on passe pour rentrer au stade. Tout à fait. Ce jour, Monsieur Camara, votre présence, vous étiez là pourquoi au stade? Merci, Monsieur le Président. Je n'étais pas venu au stade. Moi, je dis que je partais chez moi. Moi, je parle du stade. Hein. Vous étiez au stade pourquoi? Au stade, pour venir secourir les choses. Si c'est au stade proprement dit. Je vous parle du stade. Non, monsieur, je vous ai dit, vous étiez au stade pourquoi? Au stade. Au stade, je suis venu au stade d'abord devant l'esplanade. Ça, c'était le matin. J'ai discuté avec les manifestants. Ensuite, c'était avec les leaders, je vous ai bien précisé cela, je pense. Et ensuite, quand je me suis retiré, je vous ai dit que quand par talki, j'ai appris que ça tirait au stade, malgré notre conversation. Malgré... Qui vous a appris que ça tirait au stade? Non, pas le talki. Vous savez, les talki, c'est des moyens de communication radio. Et vous voyez, lorsque ces moyens-là, un service est doté, chacun a son réseau. Est-ce que vous étiez obligé de venir parce qu'il y avait un service de maintien d'ordre au stade et vous ne faisiez pas partie?
Est-ce que vous étiez obligé de venir au stade Monsieur pour le secourir Président, quelqu'un? je me dis oui parce que simplement, lorsqu'on parle de maintien d'ordre, on ne parle pas de coup de fusil. Lorsqu'un coup de fusil se retentit dans un stade où tout le monde était censé comprendre que les leaders y étaient avec les citoyens, un officier supérieur de mon rang, chargé de grand banditisme à l'époque là, hein? Si je n'étais pas venu, j'aurais eu aujourd'hui un cas de conscience. Si, seulement si, un leader comme Cellou Dalein Diallo mourait ce jour, ce que vous posez comme question là ne serait pas posé. Est-ce que vous étiez obligé d'être là? Je n'étais pas obligé, mais j'ai été appelé par un devoir. Est-ce que vous étiez obligé d'être là? C'est ma question. Mais monsieur, j'ai bien répondu à la question. Ouais, vous répondez, vous continuez. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade ce jour? Je n'étais pas obligé de revenir. Vous n'étiez pas obligé. Est-ce que vous dites que vous n'étiez pas obligé? C'est ce que vous avez dit? Non, je vous ai dit, comme vous le dites, quoi. Comme vous pensez que je n'étais pas obligé de venir. Je ne pense pas. Je vous pose une question. Ouais. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? Moi, je ne pense rien. Hein. Je vous pose tout juste une question. S'il vous plaît, vous l'assistez, hein, s'il vous plaît. Ce que je dis, c'est très simple. C'est des questions très simples que je suis en train de poser. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? C'est toute ma question. Si je savais que ça allait être comme ça, je n'allais pas revenir. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? Non. Si c'est ce que tu penses. Qui vous avez vu au stade? À part vous. Qui d'autre était là? Oui, mais je pense qu'il faudrait que je sois bien précis par rapport à la question. Je vous ai dit. Vous avez dit que le maintien d'ordre, c'est la police et la gendarmerie. Oui. Oui. À part ces deux corps, vous voulez des questions précises. À part ces deux corps, Oui. quel autre corps était au stade? Devant le stade, bien sûr. Il faut tout préciser devant le stade. Moi, je dis au stade. Non, au stade, j'ai vu que des bérets rouges. Vous voyez que je pose des questions précises. Hein? Peut-être au stade, à l'intérieur, j'ai vu que des bérets rouges. Des bérets rouges. Oui, quand je suis arrivé. Au stade. Oui. Ces bérets rouges-là, c'était qui? Les bérets rouges, c'était les gens du régiment commando qui relevaient de Toumba. Personnellement, qui? J'ai vu Toumba, effectivement. Vous avez vu Aboubakar Sidiki, Toumba, dites les noms. Hein. Aboubakar Sidiki, Diakité, dit Toumba, oui. Avec ces hommes, vous avez dit? Avec ces hommes, et bien sûr. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Merci, Monsieur le Président. À ce niveau, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas rentré dans le stade proprement dit. J'ai bien dit, même dans ma déposition. Je ne suis pas rentré dans le stade proprement dit. Je suis rentré juste dans après l'esplanade, le grand portail. Après ce grand portail, il y a un vide qu'on appelle la cour. Et c'est dans l'un sortait maintenant du stade proprement dit. Et le tir, c'était à l'intérieur. Bon, franchement, je ne suis pas rentré. Mais je me disais qu'il faut nécessairement prendre Dalein parce que, et les leaders, parce que c'était les gens très sensibles. Où vous avez vu M. Aboubakar Toumba Diakité et ses hommes? Ils étaient où? Pour bien le remarquer, parce que vous parlez de devanture, vous parlez de stade, parce que moi je parle de stade. Non, non, non. Il faut où vous les avez vus? Moi je les ai vus à 2 points. Où? Un, d'abord, dans ce vide-là, parce que c'était, beaucoup étaient dans ce vide-là. Le vide-là, c'est où? Le vide-là, c'est entre le grand portail du stade. Après l'esplanade, il y a un grand portail d'abord, qui tombe dans un vide. Ce vide-là, c'est la cour du stade. Ça, c'est différent du stade proprement dit où il y a la pelouse. Donc, entre ces vides-là, c'est là-bas, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu là-bas. Et ceux qui m'ont frappé là, c'était, vous avez compris, c'était pour moi ces hommes. Parce que quand on m'a dit que tout... C'était ces hommes. Oui, c'est qui... Et ça, c'était où? Ça, c'était entre ce vide-là, où j'ai pris Dalein. Quel vide? Précisez-nous. Mais je vous dis, Monsieur le Président, voilà, suivez-moi très bien. Parce qu'on ne va pas répéter la même chose. La rentrée principale du stade. Toi, tu as tout le plan avec tes micros. La rentrée principale du stade. La rentrée principale du stade après l'esplanade. Juste, ça tombe sur une rentrée qui est le grand portail. Après ce grand portail, il y a un autre portail à l'intérieur. Et dès que vous franchissez cette porte-là de l'intérieur, tout tombe dans le stade proprement dit, qui est la pelouse. Donc,
après la porte, là, comme quelqu'un qui sortait du stade maintenant, qui sortait de cette porte-là, ce vide-là, on appelle la cour, c'est là-bas que j'ai vu Touma. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur du stade. On peut appeler là-bas la cour du stade. La cour du stade. Est-ce qu'on peut appeler comme ça? Oui, on peut l'appeler comme ça. Donc c'est là-bas que vous avez vu M. Là-bas, j'ai vu Touma et ses hommes. Oui, tout à fait. Ces hommes, tout étaient derrière. Je voyais, si c'est un moment infernal, comme je vous ai dit. Vous venez de dire que vous avez sauvé M. Cellou Dalein, M. Sidia, M. Jean-Marie Doré. Vous les avez extirpés de la foule pour les envoyer à l'hôpital. Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui. C'était à quel niveau? Dans la cour toujours du stade ou bien sur la paix? Président Dadis, te voir aujourd'hui ici à la barre, oui, bien sûr, c'est le destin. Mais tu sais bien, vous et moi, on a beaucoup travaillé, durement, pour avoir ce pouvoir. Nous sommes allés dans plusieurs lieux pour que vous puissiez être président. Que je ne vais pas expliquer ça ici. Je n'expliquerai pas ça. Je suis choqué de vous voir rabaisser. Le président, je ne vais pas expliquer ça ici, je l'ai dit. Mais vous m'avez trahi. Tu as suivi une idéologie de Machiavel qui n'a pas été profitable pour vous. Monsieur le Président du tribunal, les assesseurs, ce n'est pas seulement que le président Dadis que j'ai servi auprès de lui. Au camp Alpha Diallo, en 2002, étant soldat, par ma discipline et mon niveau de formation militalo-primaire, je fus nommé comme secrétaire de l'officier de garnison, adjudant chef adjoint de bataillon spécial de Conakry. Qu'on appelle le BSC, bataillon spécial de Conakry. Ça, c'est le cas Alpha. Vu mon attitude et ma discipline militaire et mon assiduité dans le service, tout était confié à moi par la confiance de la hiérarchie militaire, qui d'ailleurs, par mes amis soldats, m'ont nommé le sauveur parrain de tous les hommes du rang. Je vous rappelle que homme du rang, ça veut dire que soldat, caporal, caporal-chef. Et en vérité, ce sont les hommes, ce sont ces hommes qui font le service actif du service militaire. Ce sont eux qui travaillent durement. Ce sont eux qui font la garde. Il faut les planifier et il faut surveiller. On ne peut pas mettre un fou là-bas. On ne peut pas mettre un criminel là-bas. On ne peut pas mettre un homme, un ivrogne, un buveur. Le Calfa, avant tout, c'est un régiment. C'est rempli de grandes unités dont je fus adjudant-chef adjoint de bataillon. Quand mon chef fut malade, c'est moi qui assumais tout. Je parle aux militaires. Je sais que les militaires connaissent ce poste d'élite. Ce n'est pas acquis à quiconque. Ce n'est pas acquis. Vous pouvez être des milliers de personnes, mais pour te choisir adjudant de bataillon, ça c'est un homme sérieux. Tu n'es pas brigand. Parce que du lundi au dimanche, tu es là. Tu n'as pas de repos. Nuit et jour. Tu planifies, tu contrôles. Tu exécutes les ordres qu'on te donne à n'importe quel moment et à n'importe quel temps. C'est un homme saint de sainteté.
J'ai occupé ces postes avant même que le président Dadis me découvre. Marcel, que vous voyez, n'aime pas la trahison. Et n'aime pas qu'on le trahit. Quand tu le trahis, il va te mordre. La vie, c'est une seule fois. On ne meurt qu'une seule fois. Mais parler la vérité, c'est être homme. L'homme Marcel ne vole pas, ne brigande pas, ne s'associe pas pour un complot destructif. Marcel, c'est un modèle. Et il ne veut pas la trahison. Ce n'est pas pour me donner des fleurs. Mais toute ma promotion et d'autres chefs militaires ne diront pas le contraire. Même ceux qui sont assis dans le box des accusés. Le colonel Pivi est là. Il est là, il connaît qui est Marcel. Si Marcel c'est un brigand, il connaît. Je l'ai gardé. J'ai gardé Claude Pivi. C'est moi qui l'ai nommé chef de village. Je vais détailler ça. Et tout le monde lui a dit chef de village. Tout le nom que Copland a eu ici, c'est grâce à nous. Quand il est venu ici, il s'est fait comme il ne nous connaît même pas. C'est pas ça. Il faut parler. Qui est cet homme? On s'est sacrifié même pour Pivi ici, le colonel. On allait nous assassiner tous ici. Si on venait l'arrêter, autant de Lansana Conté. Je vais rentrer dans les détails là après. Quand on vient pour l'arrêter au camp, il sait quels sont les soldats qui étaient auprès de lui. Sinon, Pivi seul, il peut quoi? Mais on le prend, on l'attache. Si tu entends que c'est qu'il y a un soldat. Si tu entends que je suis commandant, c'est parce qu'il y a des personnes dont tu commandes. Si tu entends que je suis président, c'est parce qu'il y a le peuple. Il ne faut pas qu'on me peigne de noir. Monsieur le Président, après quelque temps, au secrétariat et adjudant, chef bataillon, j'ai décidé, sur une demande écrite, pour aller suivre les cours de char. Malgré mon chef n'avait pas aimé, car j'étais utile auprès de lui. Après les cours de CT1 char blindé, je fus un véritable tankiste. Je me limite là pour ne pas dévoiler le secret de l'art Charman. Ça, c'est en 2006-2007. Pourquoi les gens disent Marcel est Charman, Marcel c'est bâton char. Je maîtrise ce engin automatique et mécanique. J'ai quitté le secrétariat pour aller me former. Le pouvoir. Et quel pouvoir? Monsieur le Président, le pouvoir de monsieur le président Dadis Camara, qui ne veut pas dire la vérité et assumer et rectifier le tir pour qu'il puisse viser sa nouvelle cible et l'atteindre. Comme ici à la barre, ce sont eux qui ont parlé de la prise du pouvoir. Moi je suis militaire. Je ne voulais pas rentrer la constitution de l'armée. Vous êtes des civils. Ça, c'est secret et universel. Un vrai militaire, quand on t'arrête, un ennemi t'arrête, qu'est-ce qu'il faut? C'est ce que nous a consigné. Et c'est ce qui est universel. Tu dis ton nom, tu dis ton matricule, le reste, tu te tais. Pour l'intérêt de ton peuple. Parce que quand tu parles, l'ennemi saura par quel bois il faut taper contre ta nation. Comme eux-mêmes, ils ont venu ici dévoiler, en se camouflant, donner des contre-vérités, comment le pouvoir a été acquis.
Monsieur le Président du tribunal et les assesseurs, permettez-moi, je vais vous expliquer clairement le mouvement de la prise du pouvoir avant, pendant, après, dans toute la sainteté devant Dieu, le miséricorde de Dieu, le grandeur. Moi je dis Dieu n'est pas grand. Dieu est grandeur. C'est nous les hommes, quand nous grandissons, on dit tu es un grand. Mais Dieu, lui, il est grandeur. Il n'a pas de limite. Car je fus la clé de l'accession du pouvoir de M. Dadis Camara, je l'ai dit. Sans démagogie, Toumba Abaka Diakité, le commandant, que je nomme REC, fut la porte principale. C'est incontournable. Mais Dadis, malgré tout, le président Dadis, excusez-moi, malgré tout ici, n'a pas reconnu. Je ne mens pas. À cette phase, je vous dirai la vérité. Qu'il soit avocat de la partie civile, qu'il soit de la défense. Et vous qui nous jugez. L'homme ne meurt qu'une seule fois. Mais il faut dire la vérité. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Ma comparaison n'a rien à voir pour le retard. Mais ça contribue plutôt pour aider l'homme sage qui est devant moi, le président du tribunal. C'est Dieu seul qui va vous bénir. Parce que vous siégez à un événement que le monde entier écoute. Votre petite décision erroneuse va entamer l'histoire de notre pays. Et ça peut ne pas contribuer à une réconciliation qu'on entend ici. Quand tu veux réconcilier, mais dis la vérité. Nous sommes Guinéens. Avant tout, le Guinéen n'est pas méchant. Le Guinéen peut pardonner une minute à l'autre. Tout ce que je suis en train de dire pour la prise du pouvoir, je sais que même le général Sekouba Konaté, le général Toto, il paie à son âme, notre père, il fut mon père, et tant d'autres qui sont au service aujourd'hui pendant cette transition. Il y a beaucoup de militaires qui sont à la transition là. Vous connaissez qui est Marcel? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la prise du pouvoir de Moussa Dadis Camara? Ils savent que oui, c'est que Marcel est en train de dire, c'est la vérité. Toute l'armée m'écoute. Monsieur le président du tribunal et assesseur, je n'ai pas écrit cela car c'est trop. Le peu que j'ai vécu, je vais vous la relater sans accuser ni confirmer la parole de quelqu'un. Car je suis l'un des plus grands travailleurs pour que M. Dadis Camara, président, soit président. Bien sûr, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais il passe de sa manière spirituelle, visible et invisible, en passant par des hommes pour que ces œuvres soient acquises. Parce que Dieu nous a créés non seulement pour l'adorer, mais pour l'obéir et faire ce qu'il veut. En plus, en mettant en pratique sa parole. C'est ça. On est sur la terre pour ça. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Quand on a posé la question au président Dadis ici, c'est Dieu qui m'a donné le pouvoir. Oui, c'est ça. C'est Dieu même qui a accepté aujourd'hui que je sois là encore devant la barre pour m'exprimer. Mais c'est les hommes qui ont accepté aussi que je puisse m'exprimer. Si le président du tribunal disait ici, Marcel, on ne va pas t'écouter aujourd'hui, est-ce que j'allais parler? Non. C'est les hommes qui se sont sacrifiés pour toi. Les enfants des autres. Pour que vous ayez l'honneur du chef d'État. Je n'attaque pas le président Dadis, mais je ne dis que la vérité. Il est responsable. Ces avocats, prenez très bien note.
Il est responsable. Je suis Thomas de Massanta. Je vais vous expliquer la prise du pouvoir. Avant, Monsieur le Président, Marcel était un soldat. Après ses formations, je ne rentre pas dans les détails, on fut affecté au Cal Fire. J'ai déjà parlé des postes que j'occupais. Je ne rentre plus dans cela. C'est pendant les mutineries militaires. Le camp est révolté. Il faut des hommes. Quand un camp se révolte, il y a la tête. Ça, il faut se mettre. Parce que les militaires ne se révoltent jamais sans armes. Les civils se révoltent avec cailloux ou bâton. Mais quand un camp se révolte, mais même ceux qui sont à côté vont comprendre qu'il y a un problème au camp aujourd'hui. Hein. Tous les magasins d'armement furent détruits au temps de Lansana Conté. Je vais vous dire la vérité. Tous les camps au Cal Fire. Bon, moi j'étais avec les soldats, tantôt avec les chefs. Il faut canaliser. Comment maîtriser ces hommes qui ont révolté? Il faut travailler par là, il faut travailler par là. C'est dans ça que le président Dadis m'a reconnu. Il ne m'a pas vu dans la rue, en train de piller. C'est au camp Samori, à la rentrée, devant la troupe. Parce que, il faut être clair. J'étais devant la troupe pour aller réclamer le bien commun de toute l'armée. Pas seulement un seul individu, mais toute l'armée. On a trouvé le capitaine Dadis au camp Samori. Il m'a appelé. J'ai parlé avec lui. Vous savez, dans un groupe, il y a toujours les mal intentionnés. Même pendant les grèves, des manifestations de politique, il y a les gens mal intentionnés qui sont des manifestants aussi, qui peuvent faire des actes qui ne sont pas légaux à la manifestation. C'est comme ça aussi, l'armée, nous sommes des personnes. Hein? Il m'a conseillé, bon, on va vous retourner vous. Bon, notre papa, c'est comment dirais-je, le président, Lansana Conté, bon, il va tenir tant de temps. Il m'a conseillé. Bon, j'ai la maîtrise de mes amis et certaines personnes, on était nombreux. On s'est concerté, on dit, bon, on va se retourner sur notre pays. On n'a rien touché. On a replié. Notre papa, Feu, général Lansana Conté, paix à son âme, l'homme de sagesse, a contribué à nous satisfaire. Et toute l'armée a eu. Aucun élément de l'armée n'a pas. Tout le monde a eu bénéficié de ça. Ils ont donné à chacun 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. C'était la première fois en Guinée qu'un militaire puisse toucher 1 million. Je ne mens pas. Tu comptes 1 million. C'était la première fois. Je vous le dis en vérité. Depuis l'armée guinéenne a été créée, un militaire, l'État militaire le donne 1 million de toute l'armée. C'était la première fois. C'est nous qui avons entamé cela. Ce n'était pas pour piller ou pour massacrer. C'était pour l'intérêt. C'est dans ça il a vu Marcel. Il a dit à Coplan, l'homme là, le jeune là, envoyez-le. Il faut parce qu'il était au chevet pour préparer quand le président Lansana Conté, le général va quitter pour prendre le pouvoir. Ça c'est avant. Donc il faut regrouper les hommes autour de lui, les vrais hommes. Coplan c'était un frère à lui. Lui, les gens partaient à Lambaye, il lui donne des miettes, l'argent. Où il prenait l'argent là? Un militaire, à l'époque, un sous-lieutenant, je n'entre pas dans ça. Chacun de nous a une famille ici, militaire. Je n'entre pas dans ça. Mais il avait des millions. Dans la course, il partage. Les amis partaient. Quand je dis, vous quittez où? Non, on quitte, c'est Moussa Dadis Camara. Il dit, ah, qui est Moussa Dadis Camara? On va aller là-bas. Je dis, moi, je ne suis pas un commandeur. Je ne pars pas. C'est un jour, j'ai vu le frère, le colonel Pivi,
Ah bon, Marcel, bon, on veut te rencontrer, c'est Moussa Dadis Camara, tant. J'ai dit, ah frère, il a tellement marché derrière moi pour ne pas le décevoir. On est parti. Ces jours, on est parti, on a causé avec le président Dadis. C'était la première fois, il était lieutenant, plein. Quand il m'a vu, c'est comme s'il avait le pouvoir. Déjà. Donc on a côtoyé, il a pris 200 000 francs pour me donner. J'ai dit, non, je ne suis pas venu pour l'argent. C'était venu juste parce que vous m'avez dit de venir. Je sais ce qui est sorti de notre bouche, nous deux, après. Et on a travaillé ensemble dans la stratégie militaire, durement. C'est lui à l'Ambaye, c'est moi-même maintenant qui partageais l'argent aux gens. Et il avait entièrement confiance en moi. Quand il me donne l'argent, il rentre dans sa chambre, il prend les vestiaires et il me regarde. Si je vais détourner l'argent. Où il prend son petit garçon qui est décédé, paix à son âme au Canada, il le met au chevet, lui il reste arrêté, il me regarde. Des fois je peux quitter de l'Ambaye à pied au Calfire. Nous avons travaillé pour lui. Et le commandant Toumba, c'est un rangeur. C'est dans les mutineries militaires qu'on s'est connus. Les oiseaux de même espèce volent ensemble. Toumba sait que Marcel n'est pas un voleur. C'est pourquoi il m'a suivi. On a marché ensemble, on a côtoyé. Avant tout le pouvoir, on était maintenant tous petits de Dadis. Et c'est un homme qui est mûri. À leur entrée, de là où j'étais, j'ai reconnu le commandant Abouakar Sidiki Diakité parmi eux. Il était facilement reconnaissable. Je n'avais pas de relation personnelle avec lui, je ne l'avais jamais approché, mais tous les Guinéens le connaissaient parce qu'on le voyait toujours avec son regard sévère derrière le président du CNDD. Je l'ai reconnu, les militaires sont rentrés, les militaires ont commencé à tirer sur la foule qui était en débandade. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Monsieur le Président, une foule dans un endroit fermé, un enclos fermé, les portails tenus par les militaires, avec les murs hauts, des femmes, puisqu'il y avait beaucoup de femmes ce jour-là. Tous les militants, toutes les militantes des différents partis, tous les partis de Guinée étaient dans ce stade. La panique a gagné le monde. Les gens couraient partout. Ils escaladaient les murs, ils tombaient. Et j'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse quand les militaires tiraient sur eux. Sidia m'a demandé, il m'a dit, mais écoute, tu as vu, ils sont en train de tuer les jeunes. J'ai dit oui, effectivement, ils sont en train de tuer les jeunes. Je n'avais jamais imaginé que cela pouvait se produire dans mon pays. C'est en ce moment que nous avons vu le commandant Toumba monter les escaliers vers nous. Il est monté, arrivé à notre niveau. Il a dit, où sont les leaders? Nous étions déjà debout. Il y avait Joe Sidibé, le premier, moi-même, suivi de Sidia, Célou Dalin, Wakar Silla, et ainsi de suite. Et dès que nous sommes levés, les militaires qui étaient derrière lui, que je reconnais comme étant le groupe de Marcel, je vous en parlerai tout au long de mon exposé. Ce groupe-là s'est emparé de nous. Nous avons reçu les premiers coups. Sidia a reçu un violent coup de gourdin ou de crosse de fusil sur sa tête. Le sang a jailli. Ensuite, j'ai reçu un violent coup. Je suis tombé sur les gradins, sur le coude droit qui s'est déchiré. Le sang, la douleur, je l'ai ressenti vivement. C'est ainsi que nous sommes descendus, tous les leaders qui étaient à la tribune, d'autres sont partis de la partie droite. Nous, on est descendus sur l'escalier de la partie gauche, toujours poursuivis par ces assaillants, jusque sur la pelouse. Arrivé sur la pelouse, j'ai vu notre collègue Célou Dalin entre leurs mains. Il y avait au moins 5, 6 ou 7 militaires, ils étaient nombreux, tentant de l'étrangler, littéralement, le rouant de coups. Je l'ai vu entre leurs mains. Et pendant que nous étions arrêtés, j'ai vu Marcel asséner un violent coup sur la tête de Sidia Touré. Et puis, ce sera mon tour. Un violent coup de matraque sur ma tête, je suis tombé, Monsieur le Président. Je me suis relevé tout de suite. J'avais senti un grand coup. Je me suis accroché à la ceinture de mon jeune et infortuné collègue du jour, Mokhtar Diallo. Je me suis accroché à sa ceinture. Mais comme mon aide de camp, mon garde-corps, un civil qui était avec moi,
et qui était habillé comme les autres policiers, il portait un t-shirt noir, ayant vu ce coup violent sur ma tête, à partir de cet instant, celui-ci m'a couvert de son corps. Et moi, accroché à Mokhtar, Sidia devant, Mokhtar était déjà blessé à la tête, Sidia blessé à la tête, moi au coude. C'est en ce moment que Toumba nous a dit, il a essayé de dégager les militaires. Il ne pouvait pas. Difficilement, il nous a extraits et il nous a demandé de le suivre. C'est ainsi que nous sommes sortis du stade, de l'intérieur du terrain de football, et nous l'avons suivi, mais nos assaillants nous poursuivaient toujours. Arrivé au niveau du palais des sports, on a vu les militaires en train de déshabiller des femmes, en train de battre des femmes. Nous avons vu une femme presque déshabillée qu'il tirait vers le palais des sports. Et c'est ainsi que nous avons marché jusque sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Arrivé là, nous avons retrouvé notre infortuné porte-parole Jean-Marie Doré. Il n'avait plus sa veste, ni sa cravate. Il était battu à sang et j'ai eu le cœur meurtri pour voir exactement ce qui était arrivé à ce vieil homme. Il est venu vers nous. C'est en ce moment que Toumba nous a embarqués dans son véhicule. Je suppose que c'est son véhicule, parce qu'après, c'est dans ce véhicule-là qu'il va nous transporter. Nous avons été tous embarqués dans ce véhicule, Sidia Touré, Mokhtar Diallo, Jean-Marie Doré et moi-même. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, ça devait être une Jeep, et il est reparti en courant vers le stade. Il nous a laissés dans le véhicule qui était garé juste en bordure de la route. Et chaque fois que je passe en cet endroit, même ce matin, je dis toujours à mon chauffeur, c'est ici que Toumba nous a embarqués. Il est parti à l'intérieur du stade en courant. Pendant ce temps, Marcel et ses soldats tournaient autour du véhicule. Ils proféraient des menaces. Et à ce moment, il a donné un violent coup de matraque dans le visage de Sidia Touré. J'ai ressenti ce coup parce qu'il était violent. C'était dans plein visage. Sidia lui a dit, mais qu'est-ce que moi je t'ai fait? Et Marcel a répondu, vous n'allez jamais gouverner ce pays, on va vous tuer tous. Et il menaçait. Nous étions pris de frayeur parce qu'on n'avait personne pour nous protéger. C'est en ce moment qu'on a vu Toumba revenir en courant toujours. Il est revenu, il s'est mis au volant, il a démarré. Plutôt que de prendre la route du camp, parce que pour nous, Toumba est venu, ils sont venus pour nous arrêter, il a fait le demi-tour et il a pris la route de Donka. Il allait à une très grande vitesse, je dirais à tombeau vert, on est allé jusqu'au niveau du pont du 8 novembre. Arrivé à ce niveau, il a tourné à droite. J'ai pensé à cet instant-là qu'il nous amenait au quartier général du CMS, la police, et il est allé finalement, il a garé devant la clinique Ambroise Paré. Devant la clinique Ambroise Paré, nous sommes descendus. Et lorsque nous sommes descendus, on a vu les médecins et les infirmières qui sont sortis pour nous accueillir. Et c'est en ce moment encore qu'on a vu Marcel surgir. Le commandant Thieboro était présent sur les lieux. Alors il y a eu une altercation entre Marcel et Toumba. C'est là où nous avons su que celui qui nous battait à l'intérieur du stade s'appelait Marcel, parce que Toumba l'appelait par son nom. Ils ont eu une longue discussion. Après, Toumba l'a tiré vers un côté. Il parlait tout à Marcel, mais non, on va faire ça. Il dit non, il faut, Marcel tenait à ce qu'on nous amène au cas Al-Faya et Toumba tenait à ce qu'on nous soigne à la clinique. Ils sont allés de l'autre côté de la route. Toumba n'a pas réussi à le contenir. Il est venu vers nous. Le commandant Thieboro a essayé timidement aussi d'intervenir auprès de Marcel. Ça n'a pas marché. Et c'est ensuite que Marcel a sorti une grenade pour dire que si on nous recevait dans ce dispositif hospitalier, il allait faire exploser la clinique. Les infirmières et les médecins qui étaient là ont tous fui, sont rentrés tout de suite en courant dans la clinique. Nous-mêmes, nous étions pris de frayeur. Toumba ayant compris qu'il n'avait pas la possibilité de nous faire admettre dans cette clinique, Toumba nous a réembarqués dans son véhicule
et toujours à la même allure, je dis vraiment une grande allure, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme à tombeau ouvert, les revenus jusqu'au point du 8 novembre, et cette fois-ci, il a pris la direction de la ville. Il nous a conduits jusqu'au niveau de l'état-major de la gendarmerie, et c'est là où il nous a déposés. Et lorsque nous sommes descendus, nous étions tous blessés, on a été reçus, on nous a fait asseoir sur des bancs, nous sommes restés là-bas pendant un bon moment, et c'est à la suite de ça que le général Ibrahima Baldé, le chef d'état-major de l'armée, de la gendarmerie, est arrivé. Il est passé à côté de nous, il nous a regardé, il est passé. Et Jean-Marie qui l'a interpellé. Il dit, mon général, vous avez vu dans quel état vous avez mis ces personnalités? Ça, c'est 2 anciens premiers ministres que vous avez traités comme ça. Le général Ibrahima Baldé nous a dit, non, je vous ai écouté au stade. On vous a écouté. Je me suis levé, j'ai dit non. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que nous étions opposés à la candidature des membres du CNDD et de son président. C'est tout ce que nous avons dit. Jean-Marie dit, mais calme-toi, tu sais, regarde comment nous sommes, dans quel état nous sommes. Et on s'est réassis et on est resté là pendant un bon moment. C'est après qu'on est venu nous chercher pour nous amener dans un bureau de la gendarmerie qui est à côté du ministère du Plan. Et c'est là où Sidi a accepté, parce que nous autres, on n'a pas accepté. C'est là où on a fait des points de suture sur la tête de Sidia dans des conditions très primaires, sans anesthésie. Et après, de là-bas, je crois que, entre-temps, parce que ça c'était en fin de journée, je crois que les autorités s'étaient rendues compte qu'il y avait beaucoup de morts, qu'il y avait eu un carnage au stade. Je suppose, c'est en ce moment-là qu'on nous a pris, on nous a amenés à la clinique Pasteur. Nous avons été admis à la clinique Pasteur, nous avons tous été admis dans une grande salle. On nous a donné des lits, Jean-Marie, Mokhtar, Sidia Touré et moi-même. C'est dans la soirée qu'on nous a ramené notre collègue Selou Dalin sur une civière. Mais quand il est arrivé, il n'a pas pu se lever puisqu'il avait les côtes cassées. Ils l'ont glissé sur le lit à côté de moi. Il avait un lit à côté de moi. C'est là où Selou a été admis. Et c'est là où nous nous sommes rendus compte que je l'avais pris pour mort quand j'ai quitté le stade. C'est la manière dont j'ai vu les militaires s'acharner sur lui. J'avais beaucoup craint pour sa vie, mais je me suis réjoui de le voir vivant. Mais il avait les côtes cassées. Nous sommes restés là, dans la même salle, pour un bon moment. Et dans la soirée, nous avons pu, puisqu'on n'avait pas de liberté, nous étions en fait détenus, parce qu'il y avait des gendarmes qui gardaient la porte et on n'avait pas le droit de recevoir de visites. On n'avait pas le droit non plus de communiquer parce qu'on a essayé d'appeler, de téléphoner. Les gendarmes venaient un moment pour dire vous avez des téléphones, ils ont essayé de nous fouiller. Et je peux considérer que nous étions détenus, mais nous avons pu trouver les moyens de communiquer à l'extérieur. Nous avons parlé à Conakry et ailleurs. Je garde cela pour moi. Nous avons communiqué un peu partout. Nous avons pu communiquer avec aussi nos collègues qui étaient à l'extérieur pour rassurer nos familles que nous étions vivants. Et c'est après que moi j'ai su qu'on allait dire à ma maman à Cancan que j'étais mort au stade, parce que toute la journée elle était sans nouvelles de moi. Et c'est en ce moment que les familles ont été assurées que nous étions encore vivants et que nous étions bien dans la clinique Pasteur. Et c'est en ce moment aussi que nous avons eu les premières nouvelles du carnage du stade. On nous a parlé des morts, des dizaines de morts, on nous a même dit des centaines. Dans la soirée, on nous a informé qu'on est allé ramasser des corps pour les amener. Et vers minuit, dans la même journée, la soirée, nous avons reçu vers, je crois, il devait être 23 heures, une délégation conduite par le Premier ministre Cabinet Komara. Dans cette délégation, il y avait le grand imam de Conakry, il y avait Monseigneur Gomez, il y avait le ministre Koutoubou Sano et aussi Moussa Kebourou était avec eux. Ils nous ont annoncé que le président du CNDD avait accepté de nous laisser partir et qu'on pouvait rentrer à la maison. Jean-Marie Doré et celui d'Alain qui n'était pas très à point ont préféré rester à la clinique. Sidia, Mokhtar et moi, nous avons décidé de partir. Mais auparavant, on avait eu des échos de la ville également.
Jean-Marie avait appris que les militaires étaient passés chez lui, qu'on avait tout saccagé. Sidia avait appris qu'on était passé chez lui également, et de même que Selou, qu'on avait saccagé leur domicile. C'est ainsi que nous sommes partis dans un véhicule avec des militaires. Nous étions là, cette fois-ci, protégés. Nous avons déposé Mokhtar Diallo chez lui à Dixine. Nous sommes allés chez Sidia. Sidia est descendu, je l'ai accompagné. Et j'ai constaté effectivement, puisque nous avons visité le salon et sa chambre, que tout était en désordre. On sent que les militaires étaient passés. Et après, on m'a déposé à la maison. Je peux vous dire, Monsieur le Président, que les jours qui ont suivi, nous changions tous les soirs de domicile, parce qu'on n'était pas sûr que ces mêmes malfrats ne revenaient pas encore pour attenter à nos vies. Nous sommes restés le lendemain. J'ai fait le tour des maisons, aller voir mes militantes et mes militants. J'avais eu des nouvelles de la plupart d'entre elles. Beaucoup ont été violentés au cours des manifestations au stade du 20 septembre. La dame qui était ici tout à l'heure, Madame Barry, faisait partie des victimes. Je suis allé chez elle. Elle était blessée. Elle avait un problème à la tête. J'ai visité d'autres familles. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, que le nombre de victimes de femmes violées donné dans le rapport est supérieur, bien supérieur au nombre qui est indiqué. Et je vous dirai pourquoi. Beaucoup de femmes de ce jour-là qui ont été violées, violentées, humiliées, beaucoup n'ont pas voulu se faire connaître. Et vous comprendrez les raisons, Monsieur le Président. Et je respecte leur silence. Mais des dizaines de femmes ne se sont pas manifestées et continuent à endurer ce traumatisme. J'ai vu pendant ces derniers jours des victimes parler. Vous les avez écoutées à huis clos, Monsieur le Président. Vous avez écouté certaines des victimes. Et ça, c'est un nombre infime. Beaucoup vivent encore avec ce traumatisme de cette journée funeste, mais n'ont pas voulu le faire pour plusieurs raisons. J'ai vu une qui a eu le courage de venir devant vous ici, avouer qu'elle a été violée. Il n'est pas courant qu'une femme le fasse. J'admire son courage. Et ce courage la permettra au tribunal de comprendre ce qui s'est réellement passé. Madame Barry, qui vient de passer, était une militante active de mon parti. Nous l'avons suivie. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait les premiers jours pour lui apporter des soins. Je crois qu'elle vous a donné tous les détails. Et c'est ainsi que nous avons fait le bilan au sein de nos partis. Je suis sûr que les autres en ont fait autant. L'UFDG a eu certainement le plus grand nombre de victimes. Sidia aussi, bien sûr, et tous les autres. Mais pour ma part, je peux vous dire qu'au sein de mon parti, il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de blessés, beaucoup de femmes violentées. Mais je vous dirais autre chose, Monsieur le Président, concernant les femmes. Ce jour du 28 septembre 2009, plusieurs femmes sont sorties du stade dévêtues, complètement nues. Les militaires s'acharnaient sur les femmes, particulièrement, tuaient les jeunes garçons. Si vous voyez le nombre de morts, c'est surtout des hommes. Mais les femmes, c'était leur proie préférée, soit pour les humilier, soit pour abuser d'elles. Et quelle était la technique? Il fallait les frapper, les battre, les gifler, pour réduire les capacités de résistance et ensuite assouvir leur soif bestiale. Plusieurs autres femmes sont sorties nues du stade. Vous pouvez faire déporter, vous pouvez faire une investigation auprès des familles riveraines du stade du 26 septembre. C'est les femmes de ces quartiers, de ces familles qui sortaient avec les pagnes pour accueillir les dames qui sortaient du stade nues afin de protéger leur nudité. Les mères de famille, c'est le traitement qu'on leur a réservé. Et cela, pour moi, est un scandale. Cela s'est passé à Conakry en plein jour. Le nombre de victimes est bien au-delà de ce que vous croyez, Monsieur le Président. Beaucoup de femmes continuent à vivre avec ce traumatisme. On a traité certaines victimes ici de folles. Elles ne sont pas folles, Monsieur le Président. Elles sont encore sous le coup d'un traumatisme. Elles portent le deuil de leur traumatisme. C'est ce deuil qu'elles portent encore. J'ai vécu, je les ai vus. Je suis allé le lendemain, 1 ou 2 jours après le 28 septembre,
J'ai accompagné une de mes militantes qui était blessée. Je l'ai accompagnée à la clinique Ambroise Paré. Et là, j'ai rencontré le colonel Teboro. Il était venu pour autre chose. Le colonel Teboro a toujours eu un grand respect pour moi. Il m'a toujours appelé grand frère. Il est venu vers moi. Et je lui ai dit, viens, je vais te montrer ce qui s'est passé. Je vais te montrer une victime de la barbarie d'avant-hier. Il est venu avec moi. Il a vu la victime. Il y a plusieurs autres victimes de cette manière-là qui existent. Et nous avons essayé de faire notre mieux pour ces victimes. Monsieur le Président, les jours qui ont suivi ce massacre, ces jours ont été terribles pour nous. Nous étions non seulement dans l'insécurité, nous avions peur pour nous-mêmes, nous avions peur aussi pour nos militants et militantes. Tout le monde se souvient à l'époque de la manière dont les soldats se comportaient en ville. On les voyait dans les pick-up avec la bière en main, en train de boire la bière et jeter les canettes et les bouteilles pour une armée nationale. C'était la terreur. Quelque temps après, Monsieur le Président, nous avons reçu une invitation nommément de la CEDEAO. Nous ne sommes pas sortis de Conakry par la petite porte, ni par nos propres moyens. Nous avons été invités par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se réunissait à Abuja sur le dossier du massacre du 28 septembre. La CEDEAO nous a envoyé des billets d'avion. À cette époque, le président Alpha se trouvait déjà en France. Cellou Dalein avait été évacué du fait de ses blessures. Il ne restait que Sidia, Jean-Marie et moi. Nous avons reçu l'invitation et les billets. Nous sommes allés à l'aéroport pour nous embarquer pour aller à Abuja. J'ai trouvé Jean-Marie et Sidia qui m'ont dit que leurs passeports ont été confisqués et que je crois que nous ne sommes pas autorisés. J'ai dit, je vais essayer. J'ai envoyé mon passeport. Le commissaire a saisi mon passeport. Et nous étions tous là, les trois. On ne pouvait pas embarquer. C'est alors que Jean-Marie, qui avait ses entrées au camp, a appelé le président du CNDD, Sidia également. Ils ont eu une longue discussion. J'étais à côté d'eux. Et finalement, ils ont pris l'engagement qu'on allait et qu'on allait revenir. Ils ont